antiques. Mais je les ai déjà. Tu n'as pas plutôt quelque chose en grec de chez mon ami Aldomano de Venise? Mais non. Et vous, docteur? Ça fait bien longtemps que vous n'avez rien publié depuis les rudiments de l'hébreu. Un bouquin du diable, comme dit mon Jacob. Ben oui, Jacob Hochstratt, c'est quoi la suite sur les livres des Juifs et leurs sciences mystérieuses? Je me rappelle. Le traité sur la cabale, vous dites. Enfin, comme ils disent eux. Eh mais attendez, maintenant que j'y pense, j'ai un livre qui parle de vous, le miroir à main. C'est pas cher et facile à lire, c'est tout en allemand. Mais ça m'intéresse pas. Tu sais bien que je ne lis que le latin et le grec. Mais je vous dis qu'on y parle de vous. Encore un torchon de ce renégat de Pfefferkorn. Rochelin, hérétique caractérisé. Rochelin vendu aux Juifs. Défenseur du diable, mais corps de Dieu. Il veut me faire griller par l'Inquisition. Écoutez, je vous en fais cadeau. De toute façon, c'est parti les cornes des petits pains. On dit qu'il en a fait imprimer 1000. Quelle époque violente, il faut faire la lumière là-dessus. On voit se nouer tous les rapports pervers entre le pouvoir politique et religieux. Et on voit même l'Inquisition débaucher des Juifs convertis pour aller persécuter leurs anciens correctionnels. On les a vus à l'œuvre, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, et maintenant en Allemagne. Vous avez bien vu le docteur Rochelin, Johannes Rochelin, de Stuttgart, qui venait comme chaque année chercher les nouveautés en provenance d'Italie, de France et peut-être même d'Allemagne. Il avait été repéré par les théologiens depuis qu'il avait publié la parole magique, De Verbo Mirificum, en 1494. Et on le soupçonnait de favoriser les Juifs parce qu'il voulait enseigner l'hébreu et développer l'étude de la Bible en hébreu et de la Torah. Alors maintenant, permettez-moi, mesdames et messieurs, de débuter cette conférence en remerciant les organisateurs de la Sorbonne, naturellement, le service culturel de la Sorbonne, M. Yann Ligoubert, qui est en train de plancher sur un traité invraisemblablement compliqué d'Erasme, sur la prononciation du grec et du latin. Bon courage. Et son équipe technique, qui n'a peur de rien, comme vous pouvez le voir ce soir. Et maintenant, nous avons parlé de Rochelin. Nous commençons à parler de Rochelin. Mais il faut évidemment faire un rappel historique. Parce que sinon, on pense que cette affaire pourrait être, somme toute, anecdotique. Or, elle n'est pas anecdotique du tout. Car les relations tendues, plus que tendues, exécrables, entre l'Église catholique romaine et les Juifs ne datent pas du XVIe siècle. On sait de quoi elle date. Elle date de la première croisade. On connaît la date. 1096, première croisade. Premier massacre en Allemagne, dans la vallée du Rhin, à Worms, et dans le reste de la vallée du Rhin. Et les massacres continuent. Deuxième croisade, 11e siècle. Les persécutions s'étendent et changent de style. On commence à accuser les Juifs de meurtres rituels, de tuer des enfants chrétiens. L'exemple le plus célèbre, au XIIe siècle, 1140, en Angleterre, l'histoire de Guillaume de Norwich. Un enfant disparaît dans une forêt et retrouvé mort, quelques jours plus tard. On accuse les Juifs, toute la population juive est massacrée.
Seulement, la particularité, ce n'est pas seulement un massacre, comme on dirait, spontané. L'affaire est orchestrée par des moines, en l'occurrence des bénédictins. Et on connaît Guillaume de Monmouth, qui a écrit l'histoire de Saint Guillaume de Norwich. Le corps de l'enfant est placé dans un tombeau. Sur le tombeau, on organise des pèlerinages. Chaque année, les populations de toute l'Angleterre viennent en pèlerinage sur la tombe de Guillaume de Norwich, de Saint Guillaume de Norwich, qui aurait été assassiné par les Juifs de la région. Les accusations changent de style. On rentre dans des accusations religieuses. Crimes rituels. On accuse les Juifs de profaner des hosties. On accuse les Juifs de voler des vases sacrés, de les fondre comme ils sont souvent en fait. On les accuse, on va extrêmement loin, on les accuse de tuer des enfants chrétiens pour les vider de leur sang et utiliser le sang pour faire du pain ainsi. Le délire prend forme, orchestré par les ordres religieux, d'abord les bénédictins, puis, à partir du XIIIe siècle, les grands ordres prédicateurs, les dominicains et les franciscains, que l'on retrouve à l'œuvre dans tous les pays. On connaît même les fameux premiers brûlements de Talmud au temps de Saint-Louis, 1240, 1230, 1240. 24 charrettes de Talmud brûlées à Paris, sur ordre de la faculté de théologie, déjà la Sorbonne. Elle ne s'appelait pas la Sorbonne à l'époque, et c'était déjà la faculté de théologie. Les persécutions changent de style. Elles prennent des tours plus intellectuels. On s'attaque aux livres. Alors là, évidemment, ce n'est pas la population du quartier ou la population du village qui s'attaque à ça. Ce sont les intellectuels, ce sont les scolastiques, ce sont les théologiens. Or, les facultés de théologie sont données à gérer par la papauté du XIIIe siècle aux deux grands ordres qui sont les dominicains et les franciscains, et qui se partagent toutes les facultés de théologie d'Europe. Et c'est cela même qu'on retrouve au moment de l'affaire Rocher. Car l'affaire a été orchestrée, de toute évidence, par les dominicains de Cologne, où se trouve une faculté de théologie très importante. Cologne, Louvain, Paris. Paris est plus important, mais Cologne est très important. Et nous allons maintenant faire un petit rappel peu restreint sur les quelques années où l'affaire s'est organisée, où la machination a été lancée. La machination, l'idée, on la trouve chez Michelet, puisque l'affaire Rochelet est très peu connue en France. Michelet en a beaucoup parlé, il consacre 2 chapitres de son histoire en France. Et lui-même parle de machination des dominicains. Alors, pour comprendre, parce que machination veut dire qu'il y a des personnes qui ont organisé un piège pour faire tomber quelqu'un pour certaines raisons. Ces personnes, on les connaît. Et nous allons maintenant faire un petit rappel de quelques années sur l'inquisiteur Pfefferkorn, l'inquisiteur Ostraten, grand inquisiteur de Mayence et professeur de théologie de Cologne. Et nous allons tâcher de comprendre, de mettre en évidence comment notre héros Rochelin a pu lui-même faire opposition et bloquer la persécution des Juifs et tenir en échec la toute-puissante Inquisition qui avait pourtant juré sa perte. À une époque où, rappelons-le, le bûcher était courant sur les places publiques d'Europe.
tu veux, rejeton de Satan. Cela ne te suffit pas d'avoir pu, grâce à moi, être abjuré ta race et ta religion pour être reconverti avec femme et enfant à la vraie religion chrétienne. Je loue votre mansuétude, mon maître, mais regardez, mon maître, j'ai écrit un livre. Pardon, mon maître, c'est un livre de réfutation de la perfidie judaïque, le miroir des Juifs. Encore un livre contre les Juifs, cela ne sert à rien. Pardon, mon maître, j'ai inclus les prières en hébreu. Vous qui êtes si savante, vous pourriez le traduire en latin, comme ça, tout le monde pourra le lire. Laisse-le-moi. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je te préviens, on ne fait pas perdre son temps au grand inquisiteur de Mayence, de Trèves et de Worms. Allez, maintenant, disparais de la vue jusqu'à ce que j'ai statué dessus. Traduit et imprimé en latin aussitôt par les bons soins des dominicains de Cologne. L'idée de Hochstraten et de Pfefferkorn était de faire confisquer tous les livres des Juifs pour les leur rendre ensuite contre ducats sonnants et trébuchants, le racket classique du Moyen-Âge. L'empereur Maximilien, occupé à la guerre contre Venise, signe le mandat permettant de déclencher officiellement les hostilités contre les Juifs. Et les confiscations des livres commencent dans la région de Francfort. Les dominicains sont convaincus d'avoir gagné la partie. J'ai pensé que cette gravure illustrait assez bien les fantasmes d'un inquisiteur du début du XVIe siècle. On y représente la fin du monde, la Siebenalter. C'est emprunté à Hartmann Schiller, comme vous pouvez vous en douter. On y voit l'Antéchrist. L'Antéchrist est ce personnage habillé de rouge, avec le bonnet rouge sur la tête. On peut penser à un théologien. C'est l'homme qui vient prêcher le faux pour arriver à la fin du monde. Il arrive à Jérusalem et il s'adresse aux Juifs. Et l'inquisiteur, nous avons pensé qu'il s'était dit, ça c'est Rochelin lui-même, c'est l'homme qui sait parler aux Juifs. Et l'homme en question, le voilà, il a le diable qui lui souffle à l'oreille quoi enseigner au peuple. Et tellement il lui parle à l'oreille qu'après ça, dans le même dessin, on va voir ce personnage habillé de rouge, emporté par les diables vers l'enfer. Et pendant ce temps-là, vous voyez l'homme emmené par les diables, et pendant ce temps-là, les prophètes, à droite, sur le côté, Enoch et Élie, qui reviennent à la fin des temps. Ils reviennent et ils vont convertir enfin tous les Juifs à la vraie religion chrétienne, ce qui annonce la fin du monde, comme chacun le sait.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, à l'époque, on pensait ça. On pensait que la fin du monde était proche. Et voilà, les fantasmes couraient dans l'Église catholique d'Occident. Alors, certains me diront, mais docteur Salvin, cette gravure n'a rien à voir avec Rochelin, puisqu'elle vient de Hartmann Schedel, la chronique universelle de Nuremberg. Je leur dis, on peut rêver, ça ne change pas grand-chose. Et trêve de rêver. Revenons à notre affaire. L'empereur a signé le mandat. Les Juifs protestent auprès de l'empereur, car il avait oublié un détail, c'est que les Juifs de Francfort lui avaient prêté des sommes énormes, des millions de ducats, pour mener sa guerre en Italie. Du coup, il s'aperçoit qu'il a fait une erreur considérable. Que fait un souverain quand il s'aperçoit de ce genre d'erreur? Il arrête tout, il ordonne de rendre les livres aux Juifs, et, pour ne pas perdre la face, il ordonne la création d'une commission d'experts chargée d'examiner officiellement la question: faut-il brûler les livres des Juifs? Qui va-t-on mettre dans cette commission? Des théologiens, des grandes facultés théologiques d'Allemagne, et aussi une ou deux autres personnes, enfin, Horstrathan en fait partie, Pfefferkorn en fait partie, le juif converti, et Rochelin en fait partie. Pourquoi Rochelin? Parce que Rochelin est le seul chrétien de l'époque sachant, en Allemagne, dans l'Empire germanique, sachant l'hébreu, et le sachant parfaitement. Tout le monde en voit ses conclusions. Et tout le monde, évidemment, est d'accord pour dire on peut brûler. Alors certains disent on peut brûler tout. D'autres disent non, il ne faut pas brûler la Bible, parce que la Bible, quand même, on sait que. Bon. Un seul envoie sa recommandation et dit qu'il non seulement il ne faut pas brûler la Bible, mais qu'il faut la faire étudier, qu'il ne faut pas brûler la Bible, ni le Talmud, ni aucun écrit juif, qu'il faut les faire étudier par les moines qui sont de gros ignorants. Alors, Pfefferkorn a connaissance du rapport de Rochelin, qui s'appelle Ratschlag, évidemment, recommandation. C'est un texte pas très long, qui fait une quarantaine de pages. Pfefferkorn, qui fait partie de la commission, a connaissance du rapport. Et à ce moment-là, à l'instigation de Horstrathan et des dominicains de Cologne, il écrit publiquement, il attaque non plus les Juifs, mais Rochelin, dans ce fameux miroir à main que vous avez vu à la foire de Francfort, distribué par Greta, y compris à Rochelin. Que fait Rochelin? Eh bien, Rochelin, évidemment, va riposter. Il va riposter. Ah ben dis donc, c'est à nous. Il va riposter parce qu'il arrive à la foire de Francfort en 1511, on était en 1510, on est l'année suivante, et découvre le miroir à main de Rochelin. Et nous sommes quasiment 2 ans après la première publication du miroir à main, et Rochelin revient à la fin d'automne où circulent les rumeurs, mais aussi les informations. Et ça fait au moins 2 ans. Ah oui, oui, le bouquin de Rochelin. C'est ça, le livre de Johannes Rochelin. Et pourtant, les autres n'ont pas manqué de publier. Erasme, avec son éloge de la folie. Pfefferkorn, avec son miroir enflammé, brûlant, je crois. Il en a publié plusieurs, les uns à la suite des autres. Hein. Mais les Bésites, c'est peut-être le meilleur que Rochelin ait écrit, non? Un sacré bouquin, en tout cas. Tiens, tu vois, depuis qu'il est paru, je le garde sur moi. Le voilà. Tu vois, comme ça, j'y pense jour et nuit jusqu'à pouvoir le faire venir s'expliquer devant mon tribunal. Ah, ça nourrit ma foi que de traquer cet hérétique.
l'apostat Pfefferkorn. Ah oui, le piège a parfaitement fonctionné. Rochelin y est sauté à pieds joints. Ah oui. Tu sais, ces juristes croient tout savoir mieux que les autres. Tu parles. Toujours impatient d'en découdre. Ah, et cet idiot s'est révélé dans toute sa superbe. Il a suffi de l'égratigner dans le miroir à main et il a plongé dedans avec les vésicles. Même pas la peine de le cuisiner, il y a le tout. Et puis sans corps. Bien, regarde. Regardez-moi. C'est écrit là, noir sur blanc. Il y a le tout. Il faut faire enseigner le Talmud aux moines. Maudit hérétique! Je lui peux la non. C'est drôle. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment la petite vendeuse de livres faisait pour entourlouper ses lecteurs et leur fournir tout le temps du grec ou du latin. Hein? Soit tu es très forte, soit très maligne. Et c'est ses charmes, n'est-ce pas? Vous avez certainement une partie de la réponse, maître. Quand j'ai envoyé ce petit livre à la faculté de théologie de Cologne, je savais déjà que sa condamnation par le feu ne ferait aucun doute. Non. Toute ambition, quelle qu'elle soit, politique ou religieuse, puise sa source dans les bourrelets nauséabonds de l'âme humaine. Cupidité et orgueil. De toute manière, son compte est bon. La traque est lancée, après la traque, la curée. C'est maintenant qu'il faut lâcher les chiens. La chasse est ouverte. Le prochain est à découvert. Il faut tirer à vue. Moi, la chasse, j'y connais rien. Moi, c'est plutôt les livres. Alors, je vois pas le rapport. C'est pas courant comme j'y dis. Ben si, justement. Quand les visites est sorti, il était mis en examen dès l'année suivante par la faculté de Cologne. En ligne de mire. Heureusement, l'histoire suit son cours. Tu vois bien que cet imbécile de Maximilien a quand même fini par interdire sa vente dans tout l'Empire. Et tout ça grâce au magnifique travail de mon ami Arnold de Tombe, qui a permis de dénoncer 43 propositions condamnables et plus de 50 arguments contestables tirés de son déplorable torchon littéraire. Mais comment que je le sais? J'en ai vendu des quantités à la foire d'automne. J'ai pas lu, hein. Mais tout le monde parlait de cette fameuse liste tirée des articles des Bésiques. Hein. Mais notre maître, ne craignez-vous pas une contre-attaque de Rochelin? On dit qu'il a l'intention de publier un gros livre contre vous. Mais c'est fait depuis le 1er mars. Avec sa dernière publication ridicule, défense contre les calomniateurs de Cologne, mais qui contre-attaque au bout du droit. Il est fini. Bien qu'on même écrire que les Juifs seraient justiciables du droit civil, et que, par conséquent, on n'aurait pas le droit de leur prendre leur livre et les brûler. Il faut donc dire un mot de ce fameux livre des Bésiques que Rochelin a publié en réponse à Pfefferkorn et au miroir à main qu'il avait vu à la foire de Cologne, comme vous avez vu dans la première scène de cette conférence spectacle. Qu'est-ce que c'est donc que ces Bésiques? C'est un livre très curieux, parce qu'il est fait de plusieurs parties
empilées les unes sur les autres, si vous voulez, il y a un noyau central, qui est la recommandation. Il est reproduit mot pour mot la recommandation qu'il a donnée à l'empereur en 1510. Cette recommandation, en allemand, ça se dit Ratschlag, comme vous le savez, je suppose. Ratschlag. Ça, c'est le centre où il argumente pour démontrer qu'il ne faut pas brûler les livres des Juifs et qu'il faut leur laisser leur synagogue et leur tradition. Mais il ajoute une introduction historique. Les origines de l'affaire. En allemand, le Ratschlag était, comme vous pouvez voir, en allemand. Pourquoi en allemand? Parce que l'empereur ne lisait que très mal le latin, comme la plupart des souverains de son époque. Donc, en allemand. Historique, en allemand aussi. Mais, finesse. Reuchlin crée un dossier complet, un dossier de juriste. Car il ajoute à sa recommandation, à son Ratschlag, 52 arguments. Alors là, en latin, 52 arguments scolastiques que l'on pourrait m'opposer. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il anticipe les procès qu'on va lui faire. Et il répond d'avance à des critiques qu'on pourrait lui faire. Dans un style parfaitement scolastique, ce qui est d'une difficulté effroyable. Exemple, premier argument. J'aurais dit, alors vous voyez, ça commence. J'aurais dit que tel pamphlet juif, Nisachon, la victoire, Toledot, Yeshua, la vie de Jésus, sont des apocryphes. J'aurais dit que c'est des apocryphes. Je réponds que c'est faux, car ce n'est pas moi qui ai dit ça. J'ai lu ça chez Paul de Burgos. Qui est Paul de Burgos? Alors voilà, Paul de Burgos, nous avons découvert Paul de Burgos. C'est un juif converti du XVe siècle qui a fait une carrière invraisemblable. Il est devenu archevêque en Espagne. Il a même participé au concile de Constance. Paul de Burgos a écrit un bouquin énorme dans lequel il dit que ces fameux livres, La victoire et l'histoire de Jésus, sont des apocryphes. Reuchlin dit, c'est pas moi qui le dis, c'est un juif qui sait l'hébreu. Qu'est-ce que les théologiens vont pouvoir répondre à ça? Eux ne savent pas l'hébreu, ne savent pas lire les juifs convertis, sauf en latin. Donc, il tire un argumentaire extrêmement complexe, chose frappe pour les théologiens. Et il ajoute à ça un quatrième morceau, 34 contre-vérités tirées des livres de Pfefferkorn. Les théologiens ne s'attendaient pas à une riposte de ce calibre. Ils ne s'attendent pas à une riposte de ce calibre. N'est-ce pas? Pense pas. C'est bien mal nous connaître. C'est bien mal, oui, c'est bien mal nous connaître que de penser que nous allions laisser passer ça. C'est bien mal nous connaître et bien nous sous-estimer. Eh oui, je sais maintenant que les condamnations vont se confirmer les unes derrière les autres. Je vais enfin pouvoir ouvrir son procès par devant mon tribunal de Mayence. Ce n'est plus le livre qu'on va brûler, non. C'est l'hérétique. Il ira bientôt rejoindre ses partisans. Crois-moi, même le diable ne le sortira pas de là. Et à moi, le chapeau de cardinal. Et puis encore un peu de patience et ensuite, qui sait, hein? Qui sait? Mais dis-moi, Catherine Rothschild, tu sais ce que ça veut dire? Reuchlin. Non. Non. Ah!
sera condamné? Bien sûr. Pourtant, il lui suffirait juste de signer une rétractation solennelle et on n'en parlerait plus. Mais il est tout aussi orgueilleux que ses amis humanistes, si ce n'est plus. Moi, je parle un bon latin. C'est païen de Cicéron, d'Horace, ou encore, moi, je parle grec, comme ces païens de Platon, de Lucien. Et notre nouveau pape, vous en pensez quoi de notre nouveau pape? On dit qu'il est l'ami des humanistes. Nouveau satrape, oui. Un Médicis, autant dire un sodomite. Avec les cardinaux à quatre pattes devant lui. Comment ça? À quatre pattes? Vous voulez dire pour se faire... Se faire pardonner. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, que tu m'inspires. Et tant que le pape ne viendra pas fourrer son nez dans mes affaires, je pourrais les encarnavaler à loisir. Mais je ne comprends rien de ce que vous dites. Vous voulez dire les cardinaux et le pape? Mais on s'en fout du nouveau pape. Si Rochelin fait appel à Rome, cela va prendre des années. Et nous l'aurons grillé avant. Le plus vite sera mieux. Faculté de théologie, inquisition et barbacoa. Comme dirait Cristobal Colon. Quelle douce colère. Ne vous mettez pas dans cet état. Reprenons-vous le mot. Oui, tu as raison. Retournons à nos dispositions. Oh oui, je vais oublier tous mes malheurs. Oui, vous faire oublier tous vos malheurs. Oh, Mais comme d'habitude. Comme tu es gentille, ma petite Blanchette. Pour te remercier, je vais te faire une indulgence de 50 jours de purgatoire. Oui. 50 jours de purgatoire. Et oui, Greta avait raison.
Ce 1er mars 1513, Rochelin contre-attaque en publiant sa défense contre les calomniateurs de Cologne. Sans surprise, la faculté de théologie de Cologne condamne les Beziques au feu le 16 août. Ensuite, tout s'enchaîne. Un mois plus tard, Rochelin est convoqué devant l'inquisition de Mayence. Et le verdict tombe à nouveau, sans surprise, le 12 octobre 1513. Le feu. Cependant, Rochelin ne reste pas inactif. Il envoie une lettre en hébreu à Bonnet de Latte, le médecin juif personnel du pape, Léon X, pour lui demander d'intervenir auprès de son pontifical patron. Léon est sensible à la cause de l'humaniste et il ordonne un procès en appel à Spire. Le procès ouvre le 25 janvier 1514. 25 janvier 1514. 15 jours plus tard, le procès de Spire est à peine commencé. 15 jours plus tard, 10 février, jour de la Sainte Scolastique, ça ne s'invente pas. 15 jours plus tard, 10 février, les Beziques sont brûlés solennellement sur le parvis de la cathédrale de Cologne. Certains me diront, mais docteur Saladin, ce tableau de Berruguete et l'Espagnol ne représente pas du tout le bûcher de Cologne des Beziques. Il représente un bûcher de livre albigeois par Saint Dominique au début du XIIIe siècle. Je leur réponds, qu'est-ce que ça change? Que ce bûcher ait été un bûcher de livre albigeois, qu'il ait été celui des Talmuds à Paris en 1530 et 1540, qu'il ait été celui de Rochelin à la cathédrale de Cologne, qu'il ait été le 10 mai 1933 à Berlin, qu'il ait été plus récemment celui des versets sataniques à Bradford, qu'il ait été encore plus récemment celui d'Harry Potter dans le Kentucky. Je reviens donc à notre affaire. Ce bûcher, c'est quand même peine perdue pour Horstrather. Disons à moitié perdue, car le 24 avril, le procès de Spire se termine et Rochelin est acquitté et le grand inquisiteur est condamné aux dépens, 110 ducats d'or. L'affaire prend alors un tour international. Et l'histoire des Beziques ne se termine pas pour autant. Imagine ce feu. Oh oui, j'imagine le feu purificatoire partout, un brasier de tous les diables qui vous consume sans modération. Oh, joie sublime! Tous ces exemplaires qui partaient en fumée. Le bûcher, c'est la préfiguration du jugement dernier. Hein? Rauchlein. Petite fumée. Ah, adieu, les Bézicles.
vous ne vous laissez impressionner par personne. Quel spectacle merveilleux ça a dû être. Toutes ces pages brûlées, toutes noires, qui s'envolaient vers le ciel sur le parvis de la cathédrale. Donnez-moi votre main, notre maître, que je vous lise les lignes. L'avenir tout proche que j'y vois nous concerne tous deux. Ah, mais à trop jouer avec le feu. Ah, tu vas me le faire reprendre. Il me faut modérer ton tempérament. Arrête un peu avec ces diableries de tzigane. Sinon, je vais être obligé de te brûler, comme sorcière. Je sais, je l'ai vu, je viens de le voir. Vous allez la voir, votre chapeau de cardinal. Oui. Oui, tu as raison. Tu as raison, ma petite. Les juges complaisants ont quand même réussi à l'innocenter en enfumant ce maudit pape. Et ont fini par me soutirer 110 du cadavre au procès de Spire. C'est l'antéchrist que ce pape Médicis. Oui, je sais. J'ai appris ça. Que vous avez été condamné à payer 110 du cadavre. Mais quelle honte. 110 du cadavre. Mais ne vous mettez pas dans cet état. Vous allez nous faire une attaque. Tu as raison, ma petite Clochette. Tu es bien gentille. Je vais te faire une confidence. Et je vais te faire une belle confidence. Qui est-ce qui est plus fort que le pape, hein? Qui est-ce qui est plus fort que le pape? La Sorbonne? La Sorbonne. Mais oui. Mais oui. Il faut que la Sorbonne condamne Rochelin. La voilà la priorité. Condamner Rochelin. Les Juifs. L'histoire s'en chargera. On s'en occupera après. Tu verras. Tu verras. Oui. Et tout cela reste malgré tout une bien maigre victoire. Oui. Une bien maigre victoire. L'affaire a pris une dimension internationale. Car la seule autorité religieuse de la chrétienté capable de s'opposer au pape, c'est la Sorbonne. Et les théologiens parisiens, après 47 sessions de débat, vous vous rendez compte, 3 mois de débat, sans manquer de rappeler que Saint-Louis avait déjà fait brûler le talus en grande pompe à Paris, se moquent du non-lieu de Spire et condamnent les Brésiliens. La victoire de Rochelin ne tient plus qu'à un fil. Le pape ordonne alors un nouveau procès à Rome. Rochelin gagnant, le jugement de Spire est confirmé en 1507. Et pendant ce temps-là, ses amis humanistes publient les fameuses lettres des hommes obscurs. Vous savez, ces 2 livraisons de textes grotesques, 119 lettres en latin de cuisine qui ridiculisent les théologiens de Cologne, et d'ailleurs tous les théologiens en général, et y compris Orstraten nommément attaqué. Malheureusement, le 2e volume de ces lettres des hommes obscurs s'en prend nommément au pape et à la curie. Léon X est fortement indisposé. D'autant que maintenant, les humanistes, pensez à Erasme, critiquent ouvertement l'obscurantisme de la curie romaine et de toute l'Église. En février 1516, Erasme a publié le scandale majeur de sa génération. La nouvelle traduction du Nouveau Testament du grec en latin.
texte du Paternoster, celui que vous avez entendu. Rappelez-vous, au lieu de dire sicut in cielo et in terra sur la terre comme au ciel, il dit quem ad modum in cielo sic etiam in terra. Évidemment, c'est beaucoup plus cicéronien. Je ne vous apprendrai rien là-dessus. Mais cela fait scandale dans toute la chrétienté. Il y a un salaud d'hérétique à Bâle qui a changé le Paternoster. Il a même changé le début de l'évangile de Jean, vous savez, le dernier évangile de la messe. Ça a fait scandale extraordinaire. Ce fameux évangile qui commence par in principio erat verbum. Et Erasme veut dire, mais en grec, verbum c'est logos. Ce serait mieux de dire in principio erat sermo. Sermo c'est la langue courante. Scandale incalculable. Blasphème. On est en 1516. Je ne vous apprendrai rien en vous disant, en vous rappelant, que à peine un an et demi plus tard, le coup de grâce vient d'Allemagne, cette fois-ci, de Wittenberg, où un théologien publie ses fameuses 95 thèses contre les indulgences. Évidemment, Luther. Les théologiens ne font pas le détail. Rappelez-vous le slogan, on le disait en chair, les franciscains montaient en chair pour dire Rochelin, Erasme, Luther, même combat. Erasme a pendu les œufs, Luther les a couvés. Et vous voyez, on le disait effectivement à l'époque. La mèche est allumée, l'incendie va se répandre dans toute l'Europe, dans tout le monde catholique romain. D'autant que les idées de Luther sont très bien accueillies, y compris dans le plus haut clergé, y compris chez les patrons des grands ordres religieux. Le pape tente la conciliation, rien n'y fait. Le débat public, rien n'y fait. Il ne reste que l'excommunication. Plusieurs cardinaux influents qui défendaient Rochelin quittent Rome. Nous arrivons en 1500. Léon X condamne solennellement Luther par la fameuse bulle Ex Surge Domine, 15 jours. Une semaine plus tard, il ordonne la cassation du procès de Spire et Rochelin est condamné au dépôt. Rochelin mourra en exil 2 ans plus tard, ruiné, malade. Mais une question se pose. Qu'a-t-il fait pendant ces dernières années? D'aucuns auraient été frappés de mélancolie, de dépression. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à enseigner le grec, l'hébreu. Mieux que ça, il va dans des synagogues. Il trouve encore des synagogues en fonctionnement en Souabe. Il emmène avec lui des élèves qui sont musiciens et il leur fait noter les cantilations liturgiques juives. Non seulement il leur fait noter, il les fait publier dans son livre sur les accents de l'hébreu, qu'il publie en 1519. Vous imaginez, il est mort 3 ans. Eh bien, mesdames et messieurs, ces cantilations hébraïques que Rochelin a notées et publiées en 1519 vont être interprétées devant vous par notre chœur. C'est la 2e fois qu'elles sont interprétées en France. La première fois, c'était à la Mazarine le mois dernier. Elles nous viennent d'Allemagne, de Pforzheim, où l'Institut de Rochelin nous a aimablement communiqué des partitions qui ont été, non sans peine, restituées à Catalina Vicens. Mesdames et messieurs, les cantilations hébraïques publiées par Rochelin.
Mesdames et messieurs, ces cantilations étaient le point d'orgue de notre conférence spectacle, donnée en l'honneur et à la mémoire du grand Rochelin, très injustement méconnu en France, et dont nous célébrons le 500e anniversaire de la mort. Il est mort en juin 1522, donc il y a un peu plus de 500 ans. Et pour nous, c'était une occasion exceptionnelle de lui rendre hommage. J'espère que vous avez été intéressés par le propos, et je remercie tous les participants innombrables, les comédiens, les artistes, musiciens et chanteurs venant de divers conservatoires de Paris et d'un lycée de Versailles, l'équipe technique. Et pour finir cette soirée, nous allons présenter une table de librairie, modeste table de librairie, avec les musiques de Rochelin et quelques autres ouvrages sur le même thème, enfin, de thèmes proches. Donc, nous saluons Aurélia Jouet-Greta. Qui a mis en scène l'essentiel de ce spectacle et qui était lui-même terriblement affecté par un lumbago. Vous avez pu le rencontrer. Le vaste chœur du lycée La Bruyère et sa professeure Maïlis. Le pupitre de corde du conservatoire du 17e arrondissement, dirigé par Thomas Vauluisant, qui n'est pas là, mais par Nathalie Garagnon, qui est ici, qui a bien voulu les suivre. Last but not least, le pupitre de cuivre, représenté par un de ses représentants, mais pas le moindre, Elliot. Pour ceux d'entre vous qui viendront à la séance du 3 décembre au conservatoire du 17e, il y aura le pupitre de cuivre complet, paraît-il. Je vous incite à venir pour vérifier. Voilà, la soirée s'achève. Je vous remercie. Et nous pouvons